Mesdames, Messieurs, bonjour et merci Madame Strigler de m'avoir invité aujourd'hui pour vous parler, donc, moi, non pas des aspects physiologiques, mais des aspects anthropologiques sur ce thème, alimentation et vieillissement. Donc, le cœur de mon exposé aujourd'hui, ça va être les pratiques alimentaires des femmes telles que j'ai pu les observer dans une enquête anthropologique réalisée à Marseille auprès des femmes âgées de 65 à 75 ans, et c'était une enquête qui traitait du rapport au corps des femmes vieillissantes. Donc, en abordant ces pratiques alimentaires telles que j'ai pu les observer dans ce contexte, on va chercher à voir, bien entendu, comment les femmes vieillissantes âgées de 65 à 75 ans mangent et pourquoi elles mangent de cette manière. En guise de conclusion, puisque ça, ce sera vraiment le cœur de l'exposé, en guise de conclusion, j'essaierai de recontextualiser ces pratiques alimentaires en les mettant en lien justement avec les activités physiques dont on a largement parlé et les progrès biomédicaux récents, notamment biotechnologiques, qui hybrident le corps, afin de vous montrer comment les corps de la vieillesse, comme je les appelle, se sont profondément transformés au cours de la seconde moitié du XXe siècle et comment justement les femmes vont en profiter pour travailler les anciennes normes de la vieillesse, celles de retrait social et de discrétion, pour précisément la réinventer. J'espère que j'aurai ce temps, mais avant d'en arriver là, il va falloir que je vous présente tout d'abord comment j'ai recueilli les données, puisque là, ça va être des données vraiment originales, à moi, entre guillemets, qui vont être publiées d'ailleurs dans un ouvrage le 20 novembre chez Armand Collin. Et comment j'ai recueilli ces données, c'est-à-dire déjà, qu'est-ce que l'anthropologie biologique du vieillissement, puisque c'est ma spécialité, je suis un anthropologue du vieillissement, j'ai été recruté au CNRS pour travailler là-dessus d'ailleurs, puis d'ailleurs ça tombe bien puisque je travaillais déjà depuis longtemps là-dessus. Quelle est la pertinence ensuite du corps, du prisme du corps pour étudier le vieillissement, ça va être le deuxième point d'introduction, et enfin je vais vous présenter mon enquête de terrain puisque je suis un homme de terrain. Alors déjà, pourquoi un anthropologue ou un anthropobiologiste, bon, si ça intéresse quelqu'un, on pourra faire la distinction, s'intéresse-t-il au vieillissement? Si pendant des millénaires, la structure par âge des populations humaines n'a quasiment pas évolué, on peut remonter au néolithique, c'est-à-dire l'élevage, l'agriculture, ça n'a pas évolué, ce qu'on connaît depuis quelques siècles, si on remonte à la transition démographique, mais quelques dizaines d'années, si on remonte à la vraie accélération du vieillissement, dans nos populations, eh bien, c'est un phénomène sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Donc, quoi de plus intéressant que pour un anthropologue de s'intéresser à quelque chose qui n'a jamais auparavant touché les populations humaines. Donc, ce que je viens de vous dire est assez bien illustré par les données très récentes portant sur la population française, puisque si au début du XXe siècle, les personnes âgées de 60 ans et plus représentaient 10% de la population, aujourd'hui, vous l'avez bien vu, on n'est pas du tout au même pourcentage, on est à plus de 22%. Et en 2050, je touche un peu du bois pour en faire partie, les personnes âgées de 60 ans et plus seront un tiers de la population française et l'espérance de vie sera de 85 ans. Ce vieillissement de la population, il ne touche pas uniquement les populations françaises, la population française ou les populations occidentales, mais il touche désormais l'ensemble de la population du monde, comme vous pouvez le voir dessous, et on sait qu'en 2150, un tiers de la population de la planète sera âgée de 60 ans et plus. Compte tenu de ces évidences démographiques et du fait que les populations vieillissantes, on l'a bien vu tout à l'heure, présentent des caractéristiques biomédicales, psychologiques, mais aussi socio-économiques qui la distinguent en partie, du reste de la population, eh bien, le vieillissement est devenu, on peut le dire, une priorité scientifique au niveau mondial. Et la France accuse, on peut également le dire sans avoir peur de se tromper, un sérieux retard en la matière. Notamment, d'ailleurs, dans son approche interdisciplinaire. Pourtant, le vieillissement, dans une démarche anthropologique, et une démarche anthropologique, la mienne, c'est une démarche à la Mauss, c'est-à-dire que je considère l'homme comme un être conscient, vivant et sociable. Et dans cette perspective, dans ce paradigme, on pourrait dire épistémologique, pour faire un peu son anthropologue, le vieillissement peut être défini comme un processus physiologique vécu dans un contexte environnemental et social particulier. Le problème, c'est que l'émergence de cette problématique du vieillissement, elle a été concomitante de l'hyperspécialisation des sciences qu'on connaît depuis le début du XXe siècle. Ce qui fait que très concrètement, aujourd'hui, on l'a vu quand même en partie dans la présentation précédente,
qui était très biomédicale, et c'est ce qui était demandé, mais on a vu des études très biomédicales. Aujourd'hui, le vieillissement, il est étudié soit d'un point de vue physiologique, soit sociologique, soit psychologique, sans qu'il y ait véritable lien entre ces dimensions du vieillissement, qui est pourtant un processus vécu aussi par les individus. En tant qu'anthropologue, je vais chercher à étudier ce vieillissement dans sa complexité, à la fois biologique, psychologique et sociale, même si on verra qu'aujourd'hui, je serai plus sur du socio-psycho, mais je travaille aussi vraiment sur de la biologie. Afin d'étudier mes objectifs, ils sont au nombre de 2 en tant qu'anthropologue. C'est d'abord étudier donc, le vieillissement dans sa complexité pour relier les savoirs, d'accord, biologiques, psychologiques et sociaux à travers une démarche interdisciplinaire. Donc c'est ce que je vais vous présenter là, en partie. Et également travailler sur les invariants et la variabilité de ce processus, puisque moi, mon terrain, entre guillemets, fétiche actuel, c'est l'Afrique, et je travaille aussi sur la France, comme vous allez le voir, mais j'essaye de comparer afin justement de déterminer cette variabilité et ces invariants. Excusez-moi, je dois boire de l'eau, d'ailleurs. La définition que je viens de donner du processus de vieillissement, qui n'a jamais d'ailleurs été contesté dans aucun de mes papiers, qu'ils soient anglo-saxons, francophones, de biologie ou de sociologie, montre bien que le processus de vieillissement, que le vieillissement, c'est un objet d'étude bioculturel. Or, quel est l'autre objet d'étude phare bioculturel en anthropologie? C'est bien entendu le corps. Le corps, en effet, c'est à la fois le lieu de l'identité, certes, mais c'est aussi le lieu de la santé et de la maladie. On l'a bien vu, et on a vu aujourd'hui un corps très physique, mais c'est aussi le corps, l'origine de tous les mots MAUX, et il se doit d'être mis en mots pour être saisi, MOTS, pour être saisi par les individus. D'ailleurs, à mon avis, si les personnes âgées parlent un peu plus souvent de santé que les autres, c'est précisément parce qu'elles ont besoin d'actualiser, comme on le fait sur les pages Internet, leur identité et leur corps, parce qu'elles sont surprises dans leur vécu corporel, et donc en parler, ça permet vraiment d'intérioriser ces transformations. Donc le corps et le vieillissement sont 2 objets d'étude bioculturelle qui non seulement peuvent, mais doivent être étudiés conjointement au travers d'une approche interdisciplinaire. C'est ce que j'ai voulu faire dans l'étude qui s'appelle « Dans la peau d'une femme de plus de 65 ans » et qui est donc d'une femme de 65 à 75 ans. Mon objectif, c'était d'étudier l'expérience du vieillir au travers non pas des classiques transitions de vie au rôle des aînés, mais à travers l'épaisseur de la chair, les transformations physiologiques telles qu'elles sont ressenties par les personnes vieillissantes, mais également les modes de résistance des femmes face aux messages normatifs prescrivant à la fois d'avoir l'air jeune, mais aussi de lutter contre ce processus dégénératif. Les questions de recherche de cette étude, c'était celles-là. Quelles sont les questions principales, en tout cas, auxquelles j'ai répondu dans l'ouvrage, je crois. Quels sont les changements physiologiques accompagnant l'avancée en âge? Comment sont-ils vécus? Quelles stratégies d'entretien, de dissimulation et de réparation mettent les femmes en place pour atténuer l'empreinte du temps sur et dans les corps? Et c'est bien entendu dans ces stratégies d'entretien que j'ai fait intervenir, que les femmes font intervenir elles-mêmes ces questions alimentaires. Et les femmes ressentent-elles en vieillissant un écart entre leur corps, justement vieillissant, excusez-moi, et une identité qu'elles percevraient sans âge, parce que ça c'est des théories gérontologiques qui sont très en vogue actuellement et toujours. Alors, quelle méthodologie j'ai utilisée pour répondre à ces objectifs et ces questions? Bien entendu, là, moi qui fais au départ, je suis un quantitativiste, là, c'était pas possible. On ne peut pas travailler par questionnaire pour attaquer le corps, parce que le corps, ça renvoie quand même à la partie la plus intime des individus, notamment à la sexualité. On ne peut pas poser des questions comme ça. On ne peut pas non plus faire de groupes de discussion focalisés, comme ça se fait désormais beaucoup en anthropologie sociale. Par exemple, au Sénégal, j'en fais beaucoup. Il fallait absolument de l'entretien individuel. Parmi la variété immense d'entretiens individuels, j'ai choisi les entretiens compréhensifs qui renversent le modèle classique d'objectivation, c'est-à-dire le modèle hypothético-déductif, c'est-à-dire que le terrain, et c'est pour ça que je vais vous lire beaucoup de citations de femmes, le terrain, c'est le point de départ de mon enquête, mais aussi le point d'ancrage de la théorie. Bon, là, vous n'aurez pas de théorie, mais dans le livre, il y a une théorie.
Enfin, une théorie de mon niveau, quoi. Donc, ainsi, j'ai cherché à créer un échantillon qualitatif. Un échantillon qualitatif, j'ai cherché à le faire tendre vers la représentativité, mais cette représentativité, ce n'est pas celle des études quantitatives, vous savez, où il faut une photographie de la population, tant de personnes âgées de 65 à 69 ans, de tel niveau d'éducation, de tel statut marital, etc. Non, dans les études qualitatives, on va chercher à comprendre les individus, c'est-à-dire que notre échantillon il tend vers la représentativité dans le sens où on va aller chercher une diversité populationnelle et prendre en compte un peu l'ensemble des situations des femmes vieillissantes, en l'occurrence là, âgées de 65 à 75 ans. Elles sont quand même assez jeunes, hein. Enfin, elles sont jeunes même. Donc pour ça, on est allé avec une équipe de postdoctorants de 2 postdoctorants sur le terrain, dont une qui était spécialisée justement en alimentation, pour interviewer les femmes toutes à domicile. Et donc j'ai créé un échantillon avec tout type de femmes entre 65 et 65 ans, c'est-à-dire des femmes qui étaient veuves, des femmes qui étaient célibataires, des femmes qui étaient divorcées. Bon, alors les célibataires, celles qui ont toujours été célibataires entre 65 et 75 ans, c'est pas facile. Et par exemple, ça a été très dur de trouver une femme comme ça. Mais on l'a trouvée. Il le fallait. On a également voilà, tous les niveaux d'éducation. La femme la moins éduquée, elle ne savait ni lire ni écrire, elle n'était jamais allée à l'école. Puis la plus éduquée, elle avait un doctorat en chimie. On a eu également tous les types d'état de santé, c'est-à-dire beaucoup de femmes qui étaient en effet, qui jugeaient que leur santé était plutôt bonne, voire certaines excellentes. Et puis on a eu aussi, par exemple, 5 femmes qui étaient handicapées, dont 2 avec des limitations fonctionnelles assez lourdes, puisqu'elles étaient vraiment en fauteuil roulant avec l'impossibilité de marcher. L'ensemble de ces entretiens, chaque entretien, ça dure à peu près 1h30, ça donne... L'ensemble de ces entretiens ont été retranscrits, avec l'accord des participantes, déjà enregistrés et retranscrits dans leur intégralité, donnant 450 pages d'entretien qui ont été analysées dans le paradigme de l'interactionnisme symbolique, c'est-à-dire, c'est une théorie justement, on va dire, sociologique nord-américaine qui considère que le soi est construit et reconstruit en permanence dans son interaction avec la société, mais qui est aussi basé, et ça beaucoup de sociologues vont l'oublier, qui est aussi basé en partie sur le système nerveux central, et c'est pour ça qu'en tant qu'anthropobiologiste, j'aime beaucoup ce prisme. Alors, dans cette étude, qui, vous l'avez compris, ne portait pas spécifiquement sur l'alimentation, mais sur le corps et sur le rapport au corps, toutes les femmes, absolument toutes, sans aucune exception, les 29 femmes, puisque là, au bout de 29 femmes, on avait une redondance des discours, donc il fallait arrêter vraiment les entretiens, toutes les femmes ont spontanément évoqué l'alimentation au cours de ces entretiens et ont même dit qu'elles accordaient une attention particulière toutes à l'alimentation. Évidemment, dans le cadre d'une discussion qui était basée sur le rapport au corps, les femmes ont focalisé leur rapport à l'alimentation sur les liens entre alimentation et santé. Il faut dire que toutes les études macro comme microsociales attestent de cette importance de la santé dans le rapport alimentaire des femmes vieillissantes. À la fois d'un côté macro, on sait que les personnes âgées sont celles qui associent le plus l'alimentation au fait de conserver la santé par rapport aux autres catégories populationnelles. Et d'un point de vue microsocial, les études qualitatives d'anthropologie de l'alimentation, quand elles sont menées avec des personnes âgées, montrent que de toute façon, elles sont très rares, ces études anthropologiques de l'alimentation sur les personnes âgées, mais elles montrent toutes qu'on va aller s'intéresser en effet à la manière de laquelle les gens vieillissants mangent, quel est le plaisir alimentaire, etc. Et tout le temps, ça revient aussi sur la santé. Donc, il n'y avait rien de vraiment très surprenant que les pratiques alimentaires soient vraiment associées à la santé. Pour autant, il ne faut pas oublier que le fait alimentaire, dans les discours, il est aussi associé au plaisir et à la convivialité qui sont très importants. Alors même si ça peut paraître antithétique au départ ou contradictoire de vouloir faire attention à l'alimentation pour sa santé et en même temps prendre du plaisir, mais ça ne l'est pas vraiment parce qu'il y a un large choix alimentaire, et on va le voir, et les femmes peuvent tout à fait faire attention tout en se faisant plaisir. Ceci dit, dans notre étude, et aujourd'hui je vais
quand même lier le fait alimentaire, les pratiques alimentaires avec la santé. Alors, quelles sont les pratiques alimentaires que j'ai principalement observées sur le terrain? Elles sont au nombre de 4 principales, plus une 5e, puisqu'il y a un cas particulier qui est fort intéressant. Tout d'abord, le recours au régime d'hiver, donc je vais vous les détailler. L'allègement des repas. Le fait de manger équilibré, très important aussi, tout ça en lien avec la santé, bien entendu. Le fait, et ça me semble assez récent dans les discours et puis surtout dans notre imaginaire commun, le fait de manger bio. Et enfin, une femme, malgré tout, qui a dit qu'elle ne pouvait et ne souhaitait rien faire de particulier quant à son alimentation. Alors venons-en au régime. Beaucoup de femmes, dans notre échantillon en tout cas, ont dit avoir recours au régime très régulièrement. Mais ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'elles ont eu à 65 ou à 60 ans. Non, c'était déjà une pratique intériorisée bien avant l'arrivée de la soixantaine. Ainsi, par exemple, je vais vous lire une des citations. On voit que dans la plupart des discours, ces régimes, ils ne sont pas permanents quand même. Ce sont des adaptations qui se font par les femmes quand elles estiment qu'elles ont pris trop de poids et que c'est trop important. Voici par exemple ce qu'en dit Madame T, 70 ans. C'est un peu long, peut-être que j'écourterai. Eh bien, quand j'ai eu 45 ans, j'ai fait des régimes amaigrissants régulièrement. Donc on voit bien déjà, ce sont des exemples, mais on retrouve ces récurrences chez les gens. Le dernier en date, c'est Montignac. Sans ça, j'ai fait aussi le régime Scarsdale, puis j'ai fait d'autres régimes que je voyais dans les magazines comme Marie-Claire ou bien. Enfin, jusqu'à Scarsdale, c'était un peu les régimes des journaux, des périodiques. Et puis un jour, ma fille m'a parlé du régime Scarsdale. Effectivement, on maigrissait à vue d'œil. Seulement après, quand on mangeait normalement, on reprenait aussitôt. Donc j'ai fait ce régime yo-yo jusqu'à présent. Par contre, quand je fais du régime, je rêve de la nourriture pratiquement à tous les rêves. Et depuis 10 ans, je fais des régimes très régulièrement. J'ai tendance à prendre 3 ou 4 kilos tous les ans à la même époque. Donc après, entre janvier et avril, je fais un régime pour perdre les kilos que j'ai pris précédemment. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette forme de régime et d'adaptation, c'est aussi le vocabulaire que vont employer les femmes pour parler précisément de cette adaptation. Elles font des régimes quand elles ont fait des excès, des abus, ou quand elles ont dépassé les limites, par exemple. Et on peut retrouver d'autres choses. Alors de quoi c'est ce que j'ai mis, de quoi est révélateur ce discours? Eh bien, précisément de l'intériorisation du discours biomédical qui enjoint les individus, justement, à s'auto-contrôler et à faire attention. Donc cette intériorisation du discours biomédical, ça renvoie évidemment au biopouvoir de Michel Foucault, c'est-à-dire que l'autocontrôle est souhaité et il marche très très bien. Ainsi, par exemple, on va voir ce que va nous dire Madame O. Il faut que je reprenne un poids normal. Enfin, je ne veux pas m'abîmer à cause de moi. Bon, si c'est à cause du temps, peu m'importe, mais si c'est à cause de moi, je ne veux pas. Donc les femmes, elles savent que quand elles ont dépassé les limites, quand elles n'ont pas eu un mode de vie sain comme défini par le discours biomédical, c'est de leur faute. Bon, on n'a pas parlé ici des régimes spécifiques, mais vous en avez pas beaucoup parlé, mais très bien parlé, sur les gens qui font par exemple un régime sans sel, ou qui font, et ça j'ai appris qu'il ne fallait pas multiplier les restrictions. Mais bon, voilà, ça touche 18% de la population, ces régimes-là, ce n'est pas ce dont je vous parle aujourd'hui. Ceci dit, les régimes, les femmes, elles trouvent que c'est pas mal, ça permet en effet de reprendre un peu le pouvoir quand justement elles ont fait des excès, des abus, mais les régimes c'est contraignant, sont des menus stricts, austères, puis qui n'aboutissent pas toujours aux résultats attendus. Madame Essi par exemple va nous le dire, on a essayé avec mon mari de faire des régimes et ça n'a pas duré, on n'a pas eu des résultats bien terribles. Alors, quand on fait des régimes et que ça ne marche pas, on se dit quand même comme il ne faut pas abuser, pas faire trop d'excès, les femmes, elles se tournent vers une solution un peu moins radicale et qui va marcher, en tout cas, elles l'estiment, c'est alléger les repas. Ici, on a 2 grandes solutions d'allègement des repas. D'abord, manger peu, c'est-à-dire limiter les quantités ingérées. Ainsi, par exemple, Madame Y, 75 ans, va nous dire
J'essaie de réduire ce que je mange, de réduire. Je mange normalement le matin et le midi, et le soir, j'évite de manger, parce que le soir, c'est plus long à digérer que la journée. Madame P va nous dire aussi, je fais attention à ce que je mange, à manger correctement, pas beaucoup, hein. Je fais attention. L'autre type, d'autre manière d'alléger les repas, ça va être précisément de sélectionner des aliments plus légers. Alors pour cette symbolique des aliments, je vous renvoie aux travaux d'Anne Hubert, l'anthropologue, ou je vous renvoie aussi au rapport de Corbeau que j'ai mis dans le texte, réalisé sous la direction de Jean-Pierre Corbeau, où vous allez voir qu'il y a justement des aliments qui sont perçus, hein, qui ont une symbolique associée justement au lourd. Par exemple, la grosse viande, c'est pas associé vraiment au léger, alors qu'évidemment les légumes vont l'être bien davantage. Ainsi, cette deuxième solution de sélectionner des aliments plus légers, elle peut être représentée par Madame S, 74 ans. Ah oui, ça oui, je fais attention de m'alimenter plutôt léger, plutôt sans féculents, plutôt des légumes, des fruits, plutôt des choses, on voit bien, des choses légères. Cet allègement des repas, il faut quand même le reconnaître, il est accentué dans les cas de la vie justement en solo, notamment les femmes qui sont soit divorcées, mais encore plus chez les femmes, en tout cas moi c'est ce que j'ai pu observer, hein, chez les femmes veuves. C'est-à-dire que pour certaines, on voit bien que certaines vont avoir, en perdant leur mari par exemple, et là c'est le cas de la citation que je vous donnerai, en perdant leur mari, elles ont non seulement perdu le plaisir de cuisiner, parce que cuisiner c'est en effet se faire plaisir, mais c'est aussi se faire plaisir en faisant plaisir, et elles ont aussi perdu leur appétit. Ainsi, par exemple, nous dit Madame M, 70 ans, « Je ne mange pas le soir. Bon, je prends quelque chose parce que j'ai des cachets à prendre, mais je prendrai qu'un yaourt ou qu'un morceau de pain. Je ne me fais pas manger. J'ai pas envie de cuisiner. Pourtant, j'ai été cuisinière, je sais ce que c'est. Mais pour moi toute seule, pourquoi faire? C'est la solitude. » Si les discours de santé publique nous disent bien qu'il ne faut pas trop manger, on le voit bien avec les régimes et l'allègement des repas, nous disent aussi qu'il faut manger équilibré, et ça c'est une nécessité pour rester en bonne santé, hein. Par exemple, Madame T, 70 ans, j'ai des menus équilibrés. Mon mari m'avait acheté un dictionnaire ménager où il y avait toutes les données pour manger correctement, à savoir des crudités, des protéines, du fromage et un fruit. Alors qu'est-ce que c'est que manger équilibré pour les personnes que j'ai rencontrées, pour les femmes que j'ai rencontrées? Comme le montrent les études sociologiques ou anthropologiques, c'est manger de tout de manière variée. Hein, bon, ça, on le voit bien d'ailleurs dans la citation que j'ai eue. Mais c'est également manger en quantité raisonnable, parce qu'il ne faudrait pas dépasser le point d'équilibre. Et puis des aliments jugés que j'ai mis bons pour la santé, mais c'est encore une fois des aliments qui sont considérés comme légers, histoire de ne pas faire pencher la balance avec un tout petit peu d'aliments bien lourds. D'accord ? Donc, quoi qu'il en soit, les femmes vieillissantes, elles font très attention à manger varié et à manger de tout. Et d'ailleurs, ça porte ses fruits, si l'on peut dire de cette manière, puisque les personnes âgées, ce sont celles qui ont les indices de diversité alimentaire les plus élevés. Alors elles font attention, et puis il faut dire que c'est facilité par quelques grandes caractéristiques des personnes âgées, c'est-à-dire que les personnes âgées, au déjeuner, c'est la catégorie populationnelle qui mange le plus 3 ou 4 plats. Plus encore que les enfants. D'accord ? Donc ça les caractérise vraiment dans leur pratique alimentaire. Et par ailleurs, c'est la population qui a le moins souvent également recours aux plats pré-préparés, puisque ça ne fait pas partie de leurs habitudes alimentaires. Et ça, à n'en pas douter, ça joue également dans cet indice de diversité alimentaire. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, moi, en tant qu'anthropologue, mais c'est que cet équilibre quand même dans les discours, et on le ressentait, cet équilibre, ce manger équilibré, il y avait un équilibre de l'assiette qui recoupait l'équilibre du corps. Manger équilibré, c'est avoir un corps équilibré, et avoir un corps équilibré, c'est être aussi un individu équilibré. Et ça nous rappelle aussi, moi qui ai fait une maîtrise de biologie cellulaire également, ça m'a rappelé l'équilibre homéostatique que l'on voit là-bas. Enfin, il y a un nouvel imaginaire, quand même, et ça vous avez dû tous le constater, qui est apparu dans nos sociétés occidentales depuis un petit moment, c'est que pour rester en bonne santé,
c'est aussi bien de manger biologique et de manger donc naturel. Bon, j'essaie de manger le plus naturel possible, nous dit Madame B. Hein. Beaucoup de bio. Ou alors Madame W qui nous dit « Alors j'en viens au régime alimentaire indispensable. » On parlait de la santé. Comment elle restait en bonne santé? Alors moi, tout est bio à peu près. Les adeptes du bio, ils vont au-delà des messages de santé publique. C'est-à-dire que non seulement ils essaient de manger 5 fruits et légumes par jour, de ne pas manger trop, de manger équilibré, mais aussi et surtout de manger naturel, parce que les aliments naturels sont bons pour le corps, lui aussi naturel. Cet imaginaire, j'ai pu constater qu'il était aussi très prégnant hein, au Sénégal. C'est-à-dire que quand je travaillais sur la santé et la qualité de vie au Sénégal, il y a un mythe sur le vieillissement, enfin un mythe, moi je pense que c'est un mythe, mais c'est que les aînés, les aïeux, au village, vivaient jusqu'à 100, 110 ans, on nous dit. Hein. Ils vivaient jusqu'à 100, 110 ans. Et pourquoi ils vivaient jusqu'à 100, 110 ans? Mais parce qu'ils n'avaient pas les bouillons cubes, parce qu'ils n'avaient pas le concentré de tomate, ils n'avaient pas tout ce qui est chimique, comme si les produits naturels hein, n'étaient pas constitués de molécules chimiques. Donc, c'est quelque chose qui est assez unanimement partagé, hein, cette idée de... Enfin, en tout cas, sur mes 2 terrains d'études, c'est partagé. Et on voit que dans cette perspective bon, du bio, et ça c'est plus particulier aux sociétés occidentales, hein, le bio c'est vraiment de chez nous, les aliments pour les adeptes sont perçus comme des médicaments, hein, pas de simples aliments, ce sont des médicaments curatifs ou préventifs. Bon, donc beaucoup de femmes, hein, là, toutes les femmes quasiment font attention à leur... Enfin, toutes les femmes font attention à ce qu'elles mangent, c'est-à-dire on a vu à faire des régimes, ou alors alléger, à manger équilibré, et parfois, assez souvent, à manger bio. Pour autant, il y a eu une femme dans notre échantillon qui n'a pas du tout dit qu'elle pouvait ni ne souhaitait faire attention à ce qu'elle mangeait. C'est Madame M, qui a 70 ans et qui vit seule et qui se trouve trop grosse. Puis elle accorde une importance très importante à sa présentation, puisqu'elle va par exemple faire tous les ans des injections d'acide hyaluronique, etc. Alors, pourquoi Madame M dit-elle ne pas souhaiter ni ne pouvoir faire attention à ce qu'elle mange? Eh bien parce que Madame M, qui est divorcée, a un plaisir incroyable et qu'elle ne peut sacrifier à sa santé au fait de manger et de manger surtout avec des gens. Voici ce qu'elle nous dit. Qu'est-ce qui me fait complexer? Ben, je me trouve trop grosse. Mais d'un autre côté, je fais rien. Je vous dis, je fais pas de régime spécialement. Hein. Quand je trouve que ça, quand j'ai dépassé les bornes, discours biomédical quand même, bon, j'essaie, mais bon, il faut refuser toutes les invitations, que je me dis, bon, bah, va savoir, demain je casse ma pipe, bah, au moins j'aurais bien profité. Je vais beaucoup au restaurant, puis je vous dis, je suis invité, j'invite, voilà, donc c'est la qualité de vie, mais au détriment de... Et elle ne termine pas sa phrase. Alors au détriment de quoi, bien entendu? C'est à la fois de sa santé et de sa silhouette. On voit que les normes biomédicales et les normes esthétiques, elles se renforcent mutuellement. Il y a une union, voire une fusion hein, de ces normes. Voici, pour vous montrer cette union et cette fusion des normes médicales et esthétiques, voici. Bah, je ne veux pas grossir, puisque de toute façon, grossir, c'est mauvais pour le cœur. Donc, voilà, physiquement, j'essaie d'avoir l'aspect le plus agréable possible. Donc, on voit bien qu'il y a une fusion totale de ces normes. Bon, dans l'ensemble, il est quand même beaucoup plus simple pour les femmes que j'ai rencontrées de justifier leur recours au régime, à l'allègement des repas, par les normes biomédicales que par les normes esthétiques. Alors pourquoi? Il y a 2 raisons à cela. C'est tout d'abord que les normes biomédicales, elles paraissent plus objectives que les normes esthétiques qui sont susceptibles de varier au moins un petit peu d'un individu à l'autre. Et également parce que dans cette génération, il y a eu quand même une forte éducation, hein, souvent la plupart des femmes catholiques, bourgeoises, qui fait que ce souci de soi, il est généralement réfréné. Et puis, il vaut mieux faire attention à sa santé que d'avouer un désir justement inavouable, d'avoir un corps beau. Hein. Ça va être quelque chose de jugé assez narcissique. Voici par exemple ce que nous dit Madame Q, et on va bien voir qu'elle va partir du physique pour revenir bien à la santé, parce que quand même, c'est vrai que je n'ai pas envie de grossir.
Elle fait une pause. Fondamentalement, pas du tout pour un aspect esthétique, non, non. Fondamentalement parce que je sais que c'est nuisible pour la santé. Si je mange trop de pâtisseries, de confiseries, il y a du diabète, du cholestérol, si on mange trop gras. Voilà toute la liste. Voilà. Alors, en conclusion sur ces normes alimentaires, et je ferai une conclusion un peu plus générale et en ouverture tout à l'heure, enfin juste après, si j'ai le temps. Oui. On peut dire que presque toutes les femmes, justement, contrôlent leur alimentation. Et quel est l'objectif de ce contrôle de l'alimentation? C'est de rester en meilleur état fonctionnel et esthétique possible, et par la conjonction de ces effets, précisément, de retarder le vieillissement. Pour vous montrer un peu cette idée, voici Madame O, 75 ans. Je peux me révolter pour des choses sur lesquelles je peux avoir une prise. Alors peut-être qu'en ce moment, je me révolte doucement. Je me dis, bon, maintenant, tu as un certain âge, donc c'est normal que tu sois dans cette faiblesse maintenant nouvelle. Mais je peux peut-être faire des choses pour essayer de retarder justement ce côté inéluctable. Bon, on ne va pas faire de miracle, hein. Mais par exemple, voilà, faire encore plus attention à ma nourriture, faire attention au sport que l'on peut quand même s'imposer. Cependant, les efforts des femmes... Le résultat de cette attention portée par les femmes à leur alimentation, il est quand même important parce qu'il se trouve que dans les études quantitatives portant notamment sur le PNNS dont on a parlé tout à l'heure, les personnes vieillissantes sont celles qui respectent le mieux les conseils. D'accord ? Paradoxalement, et c'est ça qui est intéressant, en plus, c'est que paradoxalement, sont celles qui les connaissent le moins. C'est-à-dire, elles ne connaissent pas bien les conseils, mais par contre, elles mangent comme il le faut. Cependant, les efforts des femmes pour rester justement en meilleure santé ne s'arrêtent pas là, et c'est maintenant que je vais conclure en élargissant et qu'on va recontextualiser ces pratiques alimentaires. C'est-à-dire que les femmes, en effet, font aussi beaucoup d'activités physiques. Elles ont recours, n'hésitent pas à avoir recours aux techniques d'hybridation du corps. Je vais vous le détailler rapidement pour terminer. Et c'est comme ça qu'on va comprendre comment les corps des personnes vieillissantes se sont profondément transformés au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Alors on a parlé de l'activité physique tout à l'heure, c'était très important. On a même eu une superbe photo de fin qui ressemblera un peu à la mienne. Mais toutes les femmes que j'ai rencontrées là sur le terrain disaient avoir une activité physique. Alors évidemment, la palme revient à la marche, hein, parce que c'est quelque chose de peu contraignant, on va marcher quand on veut, ça ne demande pas de matériel nécessaire. Mais il y a deux choses que j'ai remarquées que j'ai pu constater au cours de cette enquête, c'est que même les femmes qui ne peuvent pas marcher essayent de se maintenir et de s'entretenir. Et ça, par exemple, je vais vous lire Madame C, qui a 68 ans. C'est une des femmes les plus handicapées de notre échantillon. Elle est en fauteuil roulant, elle a de très grosses difficultés pour se lever de son fauteuil. Et voilà ce qu'elle nous dit. Des fois, j'ouvre la fenêtre dans la salle à manger, je me tiens à la barre et je fais un peu les mouvements que mon kiné, mais c'est son kiné, m'apprend à faire. Il me fait faire la gymnastique, plier les jambes et tout ça. Comme je ne bouge pas beaucoup, vous m'étonnez, les jambes se rouillent, comme on dit. Donc c'est-à-dire qu'en effet, dans notre échantillon, il y a 2 femmes très très handicapées et 3 qui étaient un peu handicapées. Toutes essayaient quand même de faire une petite activité physique pour se maintenir en forme. Évidemment, ce qu'elles sont capables, on ne leur demande pas de faire de la rando ou de la danse, mais elles essayent de se maintenir en forme et de s'entretenir. Mais ce qui était le plus marquant, parce qu'il y avait peu de personnes handicapées et beaucoup de femmes qui étaient quand même plutôt en forme, c'était la diversité des activités physiques réalisées par les femmes. Aujourd'hui, elles ne font pas que marcher du tout, hein. Il y avait de la danse. Alors en danse, je parle de danse country, mais tout à fait, de danse country, de danse un peu plus classique, de danse indienne. On a eu tout type de danse dans cette étude. Il y en a qui font du yoga, de la natation, de la bicyclette. Il y a même une femme qui nous disait, une des plus âgées, 75 ans, qui nous dit « Oh, moi je suis reparti faire du ski, bon, je vais pas très vite, mais je fais du ski quand même, ça me fait du bien, je suis contente de continuer mon ski. »
Ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement elles font des activités qui sont vraiment diverses et variées, mais en plus elles les multiplient. Voici par exemple ce que nous dit Madame P, 65 ans. Chaque jour, je fais du vélo, je marche à pied pas mal et je nage quand c'est l'été. Et voilà. Madame Mi, 67 ans, je suis très très dynamique. Je continue à faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire la danse orientale, le sport en salle, la natation, à savoir la respiration sous l'eau, puis les randos. Donc aujourd'hui, et on l'a vu tout à l'heure, le bénéfice d'une activité physique et d'une alimentation contrôlée sur la fonctionnalité du corps sont plus à prouver, et c'est déjà dans un premier temps, grâce à cela, que les corps de la vieillesse se sont profondément transformés au cours de cette deuxième moitié du XXe siècle. Encore une fois, ce n'est pas tout. Parce que les personnes âgées, qu'on dit souvent technophobes, dans les représentations sociales, dans nos stéréotypes, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, sont technophobes, mais alors, en ce qui concerne le corps, ce n'est pas vraiment le cas. Elles bénéficient au maximum de toutes les techniques d'hybridation qui ont été faites au cours de la seconde moitié du XXe. Alors je vais en donner que quelques-unes, mais par exemple c'est dans les années 60 que les prothèses de hanche montrent vraiment leur résistance au temps et leur efficacité. C'est là qu'on voit les premiers pacemakers. Dans les années 70, les pacemakers commencent à bien marcher, et puis comme la prothèse de hanche marchait bien, on l'a développée sur toutes les autres articulations. Dans les années 80, on a eu les premiers défibrillateurs cardiaques, et il faut dire que dans cet échantillon, toutes les femmes avaient soit des prothèses, soit des pacemakers, presque toutes, soit des... Enfin, pas des pacemakers, mais elles avaient tout un corps qui était hybridé, et si on considère les traitements biomédicaux, les traitements médicaux, pharmaceutiques, qui hybrident le corps, qui technologisent le corps au même titre qu'une prothèse, eh bien, les femmes étaient totalement des hybrides dans notre échantillon. Comme nous le dit Bernard Andrieux, les hybrides sont parmi nous, et on pourrait rajouter, ils sont principalement chez les plus âgés d'entre nous, les hybrides. Donc, à travers ces techniques biomédicales, qui sont vraiment adoptées par les femmes très rapidement, et puis ce contrôle de l'alimentation, et cette pratique de l'activité physique, qu'elles respectent strictement, ou assez strictement en tout cas on peut dire, eh bien les corps se sont profondément transformés. Pourtant, longtemps, le vieillissement, c'est ma dernière diapositive, je vous rassure pour ceux qui craquent. Pourtant, longtemps, le vieillissement, le vieillissement réussi, il a été considéré comme réussi dans un retrait social nécessaire. D'ailleurs, la retraite ne dit-elle pas ça? Les théories du désengagement ou de la déprise disent exactement la même chose. Comme le dit l'anthropologue Jacqueline Trinquaz, les vieux, elle emploie vieux mais pas dans un terme péjoratif, le vieux est accepté uniquement s'il vit retiré, discret ou invisible. Madame F, en parlant de sa propre mère, elle a vraiment renvoyé à cela. Après la retraite, elle s'est mise dans la tête qu'une vieille dame devait avoir un certain look discret et ne devait pas déranger. Donc elle s'est mise en ensemble bleu marine, genre pantalon de jogging et haut bleu, et elle a fini sa vie comme ça. Et après, elle s'est coupée du monde parce que les vieux ne doivent pas déranger. Seulement les femmes vieillissantes perçoivent-elles le vieillissement réussi aujourd'hui de cette manière-là? Eh bien, pas du tout. Comme nous le dit Madame J, 67 ans, c'est pas que je refuse de vieillir, je ne refuse pas. Mais je ne veux pas vieillir comme l'image de ces vieux qu'on avait par le temps qui étaient là en train d'attendre, vous savez. Cependant, il ne suffit pas de vouloir être actif pour être actif. Que faut-il précisément pour être actif? Eh bien, un corps qui permet de l'être. Et c'est ce qui a profondément changé. Aujourd'hui, les corps des personnes âgées de 65 à 65 ans, en 2013, n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient dans les années 50, 60 ou 70. On le voit bien notamment au travers des activités. On a vu aujourd'hui, elles ne font plus, les personnes âgées de 65 à 75 ans, des mots croisés, de la marche. Non, elles font tout type d'activité physique. Les femmes vont profiter de ces nouveaux corps pour travailler ces normes de discrétion. À travers ces activités, en mettant dans leur comportement quelque chose qui n'était pas associé précédemment à la vieillesse. Elles vont avoir une démarche justement de transformer ces normes.
Elles vont le faire avec l'habillement. Avant, les personnes vieillissantes, elles devaient avoir quand même des tenues assez longues, couvrantes et assez sobres. Aujourd'hui, on voit tout type de tenues. Dans notre échantillon, c'était incroyable. Ça allait en effet de... Parfois, il y a une femme qui avait une petite tunique à fleurs, vraiment très mamie, entre guillemets, d'avant. Mais il y avait des femmes qui avaient des bandeaux dans les cheveux, type indien, un peu beatnik, j'oserais dire. Il y avait tout type de monture de lunettes. Les miennes pouvaient paraître ridicules. Il y avait des femmes avec les cheveux rouges. Enfin, des choses... Elles travaillent totalement ces normes de discrétion à travers ces habillements, à travers ces activités, à travers leur vocabulaire. C'est-à-dire qu'elles vont insérer dans leur vocabulaire, et c'était quand même assez intéressant, elles vont nous dire « Non, mais moi, je ne me prends pas la tête, quoi ». Donc, des choses qui ne sont pas du tout normalement associées au vocabulaire, qui n'étaient pas avant associées au vocabulaire des personnes vieillissantes. Elles nous ont parlé de sexualité au point que tous les enquêteurs, les 3 enquêteurs que nous étions, on était mais gênés incroyablement. Elles nous ont décrit des positions, des actes, c'était gênant. Et ça, il y a 10 ans, c'était même pas imaginable dans le champ de la gérontologie. Leurs comportements généraux ont changé. Par exemple, aujourd'hui, moi qui suis brestois et qui adore, du coup, maintenant que je vis dans le sud, aller à la plage, puisque je peux m'y baigner, on voit des femmes vieillissantes, de 65 à 75 ans, celles dont je vous parle, on les voit sur les plages partout en maillot de bain, 1 pièce, 2 pièces, on les voit partout, elles vont se baigner, elles exposent leur nudité, ou en tout cas en partie, au monde vraiment environnant. C'est justement à travers ces comportements subversifs, elles ne veulent pas ressembler à des jeunes filles, mais c'est à travers ces comportements subversifs, en mettant dans leur comportement de personnes âgées des choses qui sont associées à d'autres générations, qu'elles transforment les représentations associées à la vieillesse et au vieillissement. Je vous remercie pour votre attention.